RCJ 94.8 que vous pourrez retrouver en podcast sur l'application et même sur Spotify. Je suis aujourd'hui en studio avec Youssef Murciano. Salut Youssef. Et Ruth Assedou. Salut Ruth. Alors on va commencer cette émission par une petite annonce, c'est vrai, on n'a pas encore exploité le côté business de cette émission, le comble pour des gens comme nous. Je cite donc l'offre de fou que vous propose une agence dont je tairai le nom, mais qui a pignon sur rue. Ouais non, je voulais encore caser cette expression, en vrai c'est hors pi. Bref, je cite, bien à vendre, point d'exclamation. Ouais, parce que vraiment, ça mérite ce sentiment de surprise induit par ce signe de ponctuation. Par contre, pour le sentiment de réjouissance, on repassera. Appartement, une pièce. Bon, déjà là, on se dit flemme, exigu, toilette sur le palier, claustro, galère. Ma famille a déjà connu la Shoah. Ouais, direct, point Godwin, au bout de 3 minutes d'émission. C'est cadeau. Et là, on croit atteindre l'apogée du dossier, 5,3 mètres carrés. Oui, la précision après la virgule est cruciale, parce qu'on a quand même dans cet espace, donc une chambre a priori, une douche et des toilettes. Oui, moi aussi j'ai passé 10 minutes à faire un Tetris avec des briques en parquet flottant dans ma tête. Mais évidemment, comme devant un bon épisode de Recherche appartement ou maison, vous attendez le prix. Stéphane Plaza a remplacé Bernard Pivot. On se prend tous pour un agent immobilier hors pair au lieu de rêver de converser avec Claude Lévi-Strauss, mais bref, je m'égare. Combien ça coûte tout ça? 72 000 € les gars. La pierre de taille n'y fait rien. Le swag du quartier et ses concept stores non plus. À l'heure des confinements, des couvre-feux, de tout ce temps que nous devons passer chez nous, la proposition a ce goût d'indécence, d'injustice sociale. Ce qu'on ne voit pas trop, qu'on n'aime pas trop, qu'on ne supporte pas trop, mais bon quand même, c'est pas si terrible. Un peu comme le sel au fond du paquet de chips ou les pellicules des mecs sur les vestes noires. Sauf que là, on a un pouvoir d'action collective, d'indignation, de faire transitionner notre société vers un truc moins glaçant, égoïste, intéressé. Alors, servons-nous-en. Au sommaire ce midi, nous retrouverons dans quelques secondes notre invité Bruno Foucras, professeur agrégé de sciences industrielles de l'ingénieur pour parler d'écologie. Puis Youssef Murciano nous présentera l'actu de l'UEJF. Il laissera alors le micro à Alan Naoum qui nous parlera de sa section, l'UEJF Assas. Ce sera ensuite l'heure de la chronique Histoire au pluriel avec Ruth Assedou. Oui, je sais, c'est mystérieux, alors vraiment restez jusqu'à la fin. Puis on passera à la politique 2.0 avec Noah Assedou et on retrouvera enfin Camille Fermont pour la culture, l'impertinente sur RCJ. C'est parti pour une heure. RCJ pour l'impertinente, le magazine de l'UEJF avec Elsa Pariente. Et on retrouve tout de suite notre invité, Bruno Foucras. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de sciences industrielles de l'ingénieur, enseigné à Aix-Marseille Université. Vous avez été chef du service éclairage public et illumination de la ville de Marseille et avez travaillé sur un rapport de The Shift Project think tank qui vise à mieux faire connaître les enjeux de transition énergétique. On va commencer par le constat, une question simple. The Shift Project parle d'une société sous contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, une société sous contrainte, le thème du Shift Project, c'est surtout la question carbone. C'est-à-dire que des contraintes, on en a beaucoup, mais le Shift Project traite surtout de la question du carbone. Alors, en termes de contraintes, quand on parle de carbone au Shift Project, on parle d'une double contrainte. C'est-à-dire que la contrainte climatique, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. On sait très bien qu'on a une contrainte qui est liée au dérèglement climatique. On voit déjà les premiers effets. On sait que ça va petit à petit évoluer avec le temps et pas forcément dans la bonne direction. Et ce qu'on aimerait bien, c'est que ça s'amplifie pas. Enfin, personne n'a envie que ça s'amplifie. Ça, c'est la première contrainte. C'est la contrainte climatique qui est liée aux émissions de carbone essentiellement. Et la deuxième contrainte carbone aussi, c'est une contrainte sur la ressource, puisque on a une grosse partie de l'énergie qui sert à faire tourner toutes nos activités, qui vient des énergies fossiles. Et ces énergies fossiles, on sait très bien qu'elles sont pas en quantité infinie. La reine d'entre elles, c'est le pétrole, qui en fait pilote à peu près toutes les activités économiques, puisque le pétrole, c'est l'énergie du transport. Les trains ne roulent plus au charbon depuis très longtemps, et ils roulent pas très bien au gaz non plus. Le pétrole a plein d'avantages qui font que pour déplacer des véhicules sur terre, sur mer ou en l'air, on utilise ça. Et en fait, c'est pas tant la quantité de ressources plus ou moins disponibles de pétrole qui est importante, c'est plutôt le débit auquel on arrive à le sortir du sol, qui diminue petit à petit, en particulier en Europe. Et c'est ça le deuxième volet de la contrainte, en fait. Donc on peut parler de double contrainte carbone. C'est vrai qu'il y a un côté un peu impressionnant, voire accablant à tout ce que vous dites. Est-ce qu'on peut vraiment, du coup, se libérer de cette dépendance énergétique ? Alors oui, on peut faire ça tout de suite en plus. C'est pas assez difficile que ça. Effectivement, c'est accablant et puis c'est vrai que je passe rapidement sur. J'évoque même pas les
la démonstration de tout ça, tout le monde pourra le trouver. Justement, il ne faut pas baisser les bras et être totalement accablé. En fait, d'une manière générale, on va s'en passer de ces ressources-là, et on s'en passe déjà en partie, puisque le débit n'est pas suffisant en ressources énergétiques, donc on s'en passe, d'une manière ou d'une autre. Le pétrole, il existe sous deux formes. La forme conventionnelle, on va dire, c'est du pétrole liquide qu'on arrive à sortir directement des puits, pour faire vraiment très très court. Celui-là, on a passé le pic de production, donc c'est-à-dire de débit, il y a un peu plus de 10 ans, en 2008. C'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'a dit en 2018. Donc c'est des gens qui sont pas là pour annoncer des mauvaises nouvelles. Donc on sait déjà se passer de pétrole, et c'est pas toujours très agréable. Mais on peut très bien le faire aussi de manière un peu plus volontaire. On sait très bien qu'il y a des actions qui émettent du CO2 ou qui consomment du pétrole, du charbon, du gaz. Par exemple, prendre l'avion pour des vols intérieurs en France, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'éviter, et puis ça nous coûte peut-être 1 heure de trajet en plus. C'est quelque chose qui est supportable. Est-ce qu'il y a d'autres gestes comme ça qu'on peut faire chacun en tant que citoyen et qui ont vraiment un impact, une influence si on s'y met tous? Quels sont-ils de façon très simple? La première chose à faire, en fait, comme geste qui est pareil, assez facile, c'est déjà s'informer pour avoir une idée des ordres de grandeur. Est-ce que c'est plus important de changer mes ampoules, de couper l'eau pendant que je me brosse les dents, ou de ne pas prendre l'avion? Alors si je présente ça comme ça, tout le monde va dire on va éviter de prendre l'avion. Ça paraît évident. Il y a d'autres cas dans lesquels ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce qu'il vaut mieux que je mette la priorité sur la diminution de ma garde-robe ou sur le contenu de mon assiette? Ça commence à devenir un petit peu plus difficile. Et en fait, pour savoir répondre à cette question, il existe plein d'outils aujourd'hui qui permettent de se renseigner. J'en citais un parmi plein d'autres. Il y a la fresque du climat, par exemple, qui est un atelier assez ludique, qui permet de savoir comment fonctionne le climat, pourquoi est-ce que ça se dérègle, et en conclusion de cet atelier, on arrive à ne plus confondre 1 et 1000, c'est-à-dire quelles sont les actions qui ont vraiment un impact, quelles sont celles qui sont plus légères en impact, mais qui des fois psychologiquement sont quand même assez faciles à faire. Et à un niveau plus important, donc les accords de Paris prévoient une neutralité carbone d'ici 2050. De quelle politique publique aurions-nous besoin pour véritablement pouvoir l'atteindre? Alors, en termes de politique publique, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on dit neutralité carbone en 2050, neutralité carbone, ça évoque pas grand-chose pour beaucoup de gens. Tout le monde se dit, ça veut dire plus de pétrole, c'est pas tout à fait ça. 2050, c'est loin, donc on a encore le temps. Si on traduit bien ce que ça veut dire tout ça, neutralité carbone, ça veut dire que tous les citoyens de la planète auront le droit d'émettre, grosso modo, 2 tonnes de carbone par an, chacun. En France, aujourd'hui, on est plutôt à 12 tonnes. Ça veut dire qu'un Français va devoir diviser à peu près par 6 ses émissions de carbone. Dit comme ça, on n'a pas envie d'y aller. On n'a pas envie d'y aller, ça fait peur. Divisé par 6, ça veut dire quoi? Je mange 6 fois moins, je me déplace 6 fois moins, c'est complètement délirant. En fait, si on le dit autrement, ça veut dire 6% de moins tous les ans jusqu'en 2050 à partir de l'an dernier. Puisque si on fait ça sur 30 ans, on le fait de 2020 à 2050. 6% de moins par an, ça donne déjà une idée de quelque chose qui est un petit peu plus facile à digérer. Ça veut dire aujourd'hui, au lieu d'augmenter de plus en plus, on va essayer de diminuer progressivement, petit à petit, et donc d'y aller progressivement, ce qui est quand même beaucoup plus acceptable que d'avoir quelque chose de brutal. On va pas passer du 31 janvier 2049 du 31 décembre 2049 au 1er janvier 2050 en divisant par 6. C'est impossible à faire, ça. Donc c'est progressif, on a vu les gestes qu'on peut faire nous en tant que citoyens, les politiques publiques, et au niveau économique, économie et écologie comme ça, on a un peu l'impression que c'est irréconciliable. Quelles initiatives vous auriez à nous évoquer pour nous montrer le contraire? En fait, il y a une sorte de péché originel dans le système économique, enfin surtout dans le système financier, c'est que quand on parle de croissance de PIB, etc., l'évolution du PIB, elle va toujours avec l'évolution de la consommation des ressources, que ce soit les ressources fossiles, que ce soit les ressources naturelles, peu importe. Et quand on parle de consommation de ressources fossiles, ça veut dire qu'en même temps, on a les émissions de CO2 qui vont avec. Pourquoi en fait ça va toujours de pair? Parce que l'économie et la finance regardent surtout le débit, mais s'intéressent pas beaucoup au stock. C'est-à-dire que si on veut faire croître toujours le PIB, ça veut dire qu'il faut sortir de plus en plus de ressources du sol,
Et si on regarde pas le stock, il y a un moment où on voit le fond du puits. Donc, économie et écologie, à la base, ça a l'air d'être deux choses qui sont totalement antinomiques. Mais si on oriente l'activité économique vers tout ce qui permet de limiter les émissions de carbone, voire même de capter un petit peu du carbone, rien n'empêche l'économie de faire ça. Alors, dit comme ça a l'air d'être assez utopiste. Si on regarde bien, ce qui est assez quelque chose d'utopique aussi, c'est de croire que le modèle du XXe siècle va pouvoir revenir, alors qu'on sent bien que là, en ce moment, on touche plein de limites. La Covid, c'est quelque chose qui est peut-être lié au climat, on n'en est pas sûr, mais on sent bien qu'on touche les limites naturelles, et c'est pas très agréable quand on y va comme ça. Donc ça veut dire que l'économie, comme je disais tout à l'heure, on est sous contrainte de ressources, et puis on va l'être de plus en plus. L'économie, elle ne survivra pas à un climat totalement déréglé. Si demain, je suis plus capable de produire à manger sur le continent européen parce que la température moyenne a augmenté de 10 degrés, je pense que les questions économiques, ce sera plus le quotidien des Français ou des Européens. On parlera d'autres choses. Et donc, vous pensez que c'est un mouvement qui va s'enclencher ou est déjà en train de s'enclencher plutôt naturellement, ou est-ce qu'il faut plutôt contraindre les entreprises ? Les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de sociétés qui essayent de travailler dans le bon sens, dans le sens de l'accord de Paris. Alors c'est souvent des petites sociétés, mais même les grosses s'y mettent. De toute façon, ça se fera avec tout le monde. Si on prend, si on prend les pétroliers comme Total met des capitaux aussi pour faire autre chose que sortir du pétrole du sol. Mais si on attend que tout le monde s'y mette gentiment, les premiers signaux d'alerte, ils datent il y a 50 ans, et on voit bien ce que ça a fait. En fait, ça a strictement rien changé. On a fait des COP dans tous les sens, ça n'a rien changé. Le GIEC travaille et sort des rapports régulièrement, ça change rien. Si on regarde la courbe des émissions de CO2, on peut pas placer dessus les différentes conférences ou rapports qui sont arrivés. Donc, il y a un moment aussi où il faut passer par la contrainte, de la même manière que, de manière contraignante, on n'a pas le droit de tuer son voisin, on n'a pas le droit de rouler à 250 en ville, et finalement, tout le monde s'en porte à peu près bien. La sobriété numérique, c'est une façon de penser et de se comporter qu'on pourrait appliquer à d'autres domaines, selon vous ? Alors, sur le rapport sobriété numérique, donc sur lequel j'ai travaillé, en effet, on a appliqué un raisonnement qui s'applique de partout, d'ailleurs, qu'on n'a pas inventé pour l'occasion. En fait, la vraie question à se poser, c'est la question des usages. Si on parle du numérique, par exemple, donc comme à peu près toutes les activités humaines, l'activité numérique, elle est en croissance exponentielle. Donc, les émissions de CO2 du numérique sont aussi en croissance exponentielle. Ça double tous les 8 à 10 ans, un truc comme ça. En fait, avant de mettre en œuvre du matériel numérique, des installations numériques, donc smart, intelligentes, on appelle ça comme on veut, il faut déjà se poser la question de l'usage. Est-ce que ça répond déjà à un usage ? Et est-ce que cet usage-là, j'en ai besoin ou juste envie ? On a le droit de se faire plaisir, mais pas de manière totalement inconsidérée. Et par exemple, dans le rapport, ce qu'on a présenté dans la première partie du rapport, c'est une méthode qui permet de s'interroger, quand on met en œuvre quelque chose de numérique, sur les coûts énergétiques et sur les gains énergétiques. Parce que mettre de l'intelligence dans un système, qui soit numérique ou autre, industriel, peu importe, ça peut permettre de faire des économies, mais il ne faut pas que le système coûte plus cher que les économies qu'il engendre. Et en fait, ça, on peut l'appliquer à peu près à tout, que ce soit dans le numérique ou dans autre chose. Ça marche de la même manière. Et de façon plus générale, comment en tout cas l'association, en fait les associations The Shift Project et les Shifters participent à encourager les évolutions en faveur de la transition écologique ? Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé au début. Il y a deux associations, donc il y a le Shift Project dont les membres sont des entreprises essentiellement, et puis comme association satellite, il y a une autre association, les Shifters, dans laquelle il y a des bénévoles, quelques milliers de bénévoles. Tout le monde peut adhérer, l'adhésion est libre. Et donc, on va dire que chacune de ces deux associations a plus ou moins son périmètre. Le Shift Project traite du sujet carbone avec de la rigueur scientifique. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique. Le but, c'est d'alimenter le débat avec la rationalité qui manque souvent justement au débat là-dessus. On va souvent avoir des questions du pour ou contre. Pour ou contre la 5G, pour ou contre le pétrole, pour ou contre la voiture électrique. Les questions ne se traitent pas comme ça en fait. Et donc le Shift Project produit régulièrement des rapports. Donc on a des rapports sur le numérique, on vient d'en parler, sur l'aviation,
Il y a d'ailleurs, je crois que le nouveau rapport sur l'aviation sort cette semaine, si ma mémoire est bonne. Il y a un gros projet en cours qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Donc c'est modestement le Shift Project qui entend proposer des pistes justement pour modifier de manière macroscopique l'économie française de manière à s'aligner avec la promesse que nous ont faite nos politiques en disant qu'on sera neutre en 2050. Donc ça c'est ce qu'on peut trouver dans les activités du Shift Project, en plus des conférences, des différentes interviews, etc. Et chez les shifters, c'est des choses qui sont un petit peu plus diffuses. Mais par exemple, les shifters ont lancé un projet qui s'appelle Shift Your Job. Il y a une plateforme qui a été lancée pour ça et qui permet qui recense beaucoup d'entreprises dont les activités sont alignées avec les accords de Paris. Et ça répond en fait à une demande qui a émergé de la part de beaucoup de shifters, soit de trouver un premier emploi pour ceux qui étaient encore étudiants, ou certains de changer d'emploi puisque celui qu'ils occupaient n'était pas en phase avec leurs convictions. Une dernière question, il est comment pour vous le monde résilient idéal ? Alors, idéal, ça serait quelque chose de très personnel, mais je dirais qu'un monde résilient bas carbone, parce que si on parle de résilience, on parle vis-à-vis du carbone, dans ce cas-là, ça voudrait dire que ce serait un monde où on irait moins loin, moins vite. En plus, c'est bien parce que ça serait la solution à plein d'autres problèmes, puisque quand on pose la question des émissions de carbone, en fait, si on essaye de résoudre ça, on va aussi résoudre des problèmes de protection de la nature, de pollution de l'air, etc. Et alors, ça veut dire quoi, un monde où on va moins loin et moins vite ? C'est probablement un monde qui est un petit peu plus calme, où on entendra moins de machines et peut-être plus d'oiseaux au printemps. Et puis si on va moins loin, on connaîtra un petit peu plus ses voisins, puisque souvent en banlieue de grosses villes, c'est plutôt des cités dortoirs. Si on va moins vite, on prendra un peu plus le temps pour certaines choses. On pourra avoir des activités décarbonées, par exemple se balader, jardiner, bricoler, cuisiner, se cultiver. C'est pas mal aussi. Et probablement que si on fait ça, on aura peut-être moins besoin d'aller voir le psy ou d'aller à la salle de sport. Merci beaucoup, on a hâte d'être dans ce monde en tout cas et de participer à le changer pour aller dans ce sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Bruno Fourcas. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Youssef, Ruth, l'écologie, on en parle, on sait qu'on est dans la zut, on voit bien que les choses changent autour de nous, les couverts en plastique, les vélos, etc. Mais ça a été ou ce sera quoi votre déclic pour agir au quotidien ? Est-ce que vous auriez besoin, je sais pas, d'une incitation, d'une contrainte, de gens qui vous expliquent, de gens qui vous donnent envie ? Moi, j'ai eu le déclic avec les vêtements et genre tout ce qu'on a entendu sur la fast fashion et les conséquences de la fast fashion. Enfin, les vêtements, c'est un truc qui est hyper important pour moi. Elsa, elle le sait. Elle fait, à chaque fois qu'elle m'introduit, elle parle de mon pull qui est soit vert, soit marron, soit bleu. Mais bon, il y a un truc. Et les bagues. Et les bagues, ouais, qui ne sont plus là. Non, c'est changement de vie. Voilà, changement de vie, changement d'homme. Non, mais ce que je disais, c'est que, il y a un vrai déclic qui se fait quand on comprend la conséquence de genre s'acheter des vêtements dès qu'on en a envie. Et la phrase de Bruno Fourcas qui m'a interpellé, c'est checker à chaque fois si on en a envie ou besoin. Et en réalité, acheter des vêtements, on peut être très stylé et très bien s'habiller en vérifiant à chaque fois si on a besoin de nouveaux vêtements. Et pour les envies, moi, je me tourne vers la seconde main, la fripe, etc. Je trouve ça hyper sympa, hyper stylé, original. J'ai jamais les mêmes vêtements que les autres. Et voilà, je m'en porte vraiment mieux. La planète aussi, voilà. Un homme exemplaire. En somme. Ruth. Moi, je trouve que c'est assez difficile de changer ses habitudes de vie, de consommation quand on est un adulte. Ou alors, il faut vraiment que ça nous touche personnellement pour avoir le déclic. Pour moi, c'est pas évident. Et c'est pour ça que je pense que la pédagogie, ça peut être une bonne chose pour toucher les plus jeunes générations. Par exemple, nous, on a eu des cours d'éducation civique pour nous inculquer les valeurs de la République. Et je me dis, pourquoi pas faire un cours où on apprendrait limite aux enfants quels sont les enjeux, comment bien agir, quels seront les impacts. Et ça, couplé avec d'autres actions, ça pourrait peut-être faire changer les choses, je sais pas. Ruth, c'est c'est une suggestion. 2022. Ce programme. On adore. Et on se retrouve après un peu de musique, c'est Hall of Fame de The Script.
Lance-toi. Bon, comme tu le sais, bon, vas-y, viens, on fait pas semblant et on avoue à nos chers auditeurs. En fait, on a écouté la Megillah ensemble, donc je sais qu'elle savait que c'était Pourim, mais bon, comme on le sait, c'était Pourim cette semaine. Et qui dit Pourim à l'UEJF dit rassemblement. Que ce soit pour une soirée au Salon Hoche, une lecture de Megillah à Lyon, une distribution de Mishloach Manot à Nancy ou encore un micheté bien arrosé de pastis au cœur de Marseille. Putain, j'adore Marseille. L'UEJF et Pourim, c'est une grande histoire d'amour. Mais encore en nostalgie, ça y est, faut que t'arrêtes, Youssef. Et oui, encore je fais le vieux de la vieille qui préférait le monde d'avant, etc. Mais bon, on déprime pas et on s'adapte. Cette année, crise sanitaire oblige, nous avons séparé les rassemblements de Pourim en 2 parties. Vendredi, nous avons lu la Megillah tous ensemble et hier, plus de 50 personnes se sont rassemblées sur plusieurs créneaux horaires pour fêter dignement les réjouissances de ce jour de fête. Et pour la blague, et parce qu'on aime les jeux de mots et qu'on a une présidente inventive, cette journée s'appelait la Pourim Full Mask Day. C'est pas possible, c'est blague. Bah, et très bien ce nom, Pourim Full Mask Day, parce que t'en avais un sur les yeux. Hein. Bon, merci Youssef. Et ben voilà, écoute, au moins je préfère ça, il y a de la blague et surtout un Youssef combatif. Et oui, le Youssef combatif n'est jamais loin. D'ailleurs, en parlant de combat et de traditions UEJF qui se maintiennent, le mois de mars débute, on est le premier là, et avec lui la saison des voyages de la mémoire. Les frontières polonaises ne sont pas fermées et le travail de mémoire ne peut attendre. Le militantisme de l'UEJF, c'est depuis toujours la promotion des mémoires. Pas de la mémoire, des mémoires. Celle de la Shoah, mais aussi d'autres génocides que l'on travaille avec des partenaires précieux. Le dialogue de ces différentes mémoires permet de contrer un discours concurrentiel insupportable, celui qui cherche à élire la plus grande victime de l'histoire au détriment des autres. Beau projet que de faire dialoguer les mémoires et combattre la concurrence victimaire, mais en pratique, ça donne quoi ? En pratique, ça passe par l'UEJF qui part en Pologne avec des rescapés du génocide Tutsi ou par une visite des camps d'Émile près de Marseille, un grand lieu de dialogue des mémoires. Je me souviens également de ma première visite de Yad Vashem avec l'UEJF. Je l'avais déjà visité avant, mais jamais avec l'UEJF. Le guide Shlomo Balsam, à chaque étape de la visite, il nous décrivait les réactions des rescapés Tutsis qu'il avait guidés quelques mois auparavant aux mêmes endroits. Et c'est ça l'universalisme. On a beau dire que c'est un concept flou, qui est cher à l'UEJF, etc. Finalement, c'est pas si flou. C'est des souvenirs concrets. Et voilà, c'est ça l'universalisme. Mais du coup, au vu de la période, un peu compliqué là d'aller visiter Yad Vashem à Jérusalem. Oui, c'est compliqué d'aller visiter Yad Vashem à Jérusalem, mais comme je disais tout à l'heure, les frontières avec la Pologne ne nous sont pas fermées. Alors restez connectés sur Instagram et Facebook pour un prochain voyage de la mémoire avec l'UEJF. On reste toujours connectés avec toi de toute façon, Youssef. Et au-delà de potentiels voyages de la mémoire, est-ce qu'il y a d'autres potentialités, éventualités ? Oui, voilà, le mot éventualité est meilleur, en effet. Bien sûr, des Shabbats de formation sont en train d'être montés à Paris, à Lille ou encore à Marseille. Autant d'occasions de se retrouver, de profiter ensemble de l'ambiance de Shabbat et de se former au militantisme de demain en section. À part ça, il y a quand même un énorme projet de l'UEJF qui a repris cette année, Rire ensemble contre le racisme. Ça vous dit quelque chose, j'espère ? Évidemment. Le mardi 16 mars, retrouvez une flopée d'humoristes en prime time sur France 2, réunis par l'UEJF et SOS Racisme. Ce grand gala d'humour existe depuis 2003 et d'ailleurs, parce que tout est une boucle et une chronique aussi c'est une boucle, si vous allez au 3e étage du camp d'Émile, vous y trouverez l'affiche, une des premières affiches de Rire ensemble contre le racisme, parce que la lutte contre la concurrence victimaire, ça passe aussi par le rire. Que de perspectives réjouissantes. Je te connais, tu gardes toujours le meilleur pour la fin. Allez, balance. Non. Bon, si, ok. Salut. si, ok. Ça fait plusieurs semaines que l'on parle de la détresse des étudiants. Et au cœur de ce sujet, il y a évidemment les cours en Zoom. Tu sais, ce moment où tu dois te connecter à 9h du matin alors que t'es encore dans ton lit, que ton frère écoute Nino en boucle dans sa douche, ou même quand t'es seul. T'imagines ? Ouais, mais ou même quand t'es seul dans un appartement sous les toits, ça aussi, ça sent le vécu, avec une connexion Wi-Fi branlante, une machine à café qui déconne, ou alors peut-être que t'en as pas, et une table basse pour seul bureau. Enfin, tu vois, l'université en 2021, quoi. Ah ouais, je vois le délire, mais t'as une solution à proposer à nos chers auditeurs étudiants. Imaginez un lieu en plein Paris qui permettrait aux étudiants de l'UEJF de se retrouver pour travailler. Un coworking géant, des pièces réservées pour les sections, une bibliothèque à disposition et même un jeu de fléchettes. Ça, j'en fais mon affaire. Bon, je peux pas vous en dire plus, mais comme on dit sur Canal+, stay tuned for the next episode. J'attendais juste cet accent, le mec. Merci, Youssef. Et on est maintenant en ligne avec Alan Naoum, président de l'UEJF Assas. Salut Alan. Salut. Ouais, ça y est, on a fini notre petit tour de la province. C'était sympa, mais ça vaut pas Paris 2. Vraiment aucune réaction. Plateau de Parisiens autocentrés. Bref, Alan, pardon. Présente-toi.
Alors bonjour, je m'appelle Alan Naoum, j'ai 22 ans, je suis étudiant en Master 1 droit des affaires à Paris 2 Panthéon-Assas et je suis donc président de la section de l'UEJF Assas. Pourquoi tu as voulu être président de l'UEJF Assas? Alors, quand je suis rentré à l'université, je connaissais pas du tout l'UEJF, j'y ai adhéré dès la première année, d'abord pour faciliter mon insertion dans cette grande université et me faire des amis, mais surtout parce que les combats que l'UEJF mène, à savoir la lutte contre l'antisémitisme, contre l'antisionisme, qui se développe de plus en plus au sein de nos facultés françaises, la transmission du devoir de mémoire, sont des combats qui me tiennent profondément à cœur depuis toujours. Donc j'ai décidé par la suite de m'engager un peu plus, d'être un véritable acteur de l'UEJF, en commençant par être vice-président, et puis j'ai eu la chance d'être élu président 2 années de suite. Et quels événements tu as organisés cette année? Cette année, cette année s'annonçait particulière pour les étudiants avec la situation sanitaire que l'on connaît. On devait donc faire en sorte que les étudiants se connaissent pour que l'entraide puisse exister au maximum pour l'année à venir. Donc on a, avec le bureau de la section, dès la rentrée, réussi à organiser dans un château en Normandie un magnifique week-end d'intégration, tout en respectant les règles sanitaires évidemment, qui a réuni 40 personnes. Ensuite, avec la section du EJF Nanterre, on a organisé une soirée d'intégration qui a aussi réuni de nombreuses personnes. Et on a également, à l'occasion des fêtes religieuses, réussi à mobiliser les étudiants pour Hanouka, Toubijoat et plus récemment pour Pourim, en compagnie de l'UEJD de Dauphine. Je parlais juste avant de l'antisionisme qui se développe de plus en plus au sein de nos facultés. Nous avons justement, il y a quelques semaines, eu à Assas un cas concret. Un professeur qui n'est pas d'Assas, je précise, lors d'une conférence, a qualifié l'État d'Israël d'État apartheid et a ouvertement appelé au boycott d'Israël. J'ai donc adressé une lettre au président de l'université qui m'a tout de suite répondu en me disant que ce professeur a été rappelé à l'ordre et en affirmant que la propagande politique n'avait pas sa place au sein de l'université. Voilà, on essaye d'être présent au maximum pour faire en sorte que les étudiants ne se sentent pas seuls, mais également lorsque l'université est confrontée à des problèmes d'antisionisme et d'antisémitisme. Et quels sont les projets pour ta section? Alors, comme l'a dit Youssef, juste avant, aujourd'hui et depuis des mois, on voit bien que les étudiants sont abandonnés, isolés. Certains étudiants n'ont pas d'endroit où aller, travailler et sont contraints de rester chez eux. Ils sont seuls. C'est pourquoi on a décidé de dédier, avec l'aide des autres sections du l'UEJF, un espace de travail réservé aux étudiants pour le restant du semestre, pour que les étudiants puissent enfin un peu respirer et sortir de chez eux. Et ensuite, on a pour projet, au cours du semestre, si la situation sanitaire le permet, d'organiser un voyage de la mémoire. Merci beaucoup, Alan. Merci beaucoup. Et on refait tout de suite une petite pause musicale, mais un peu spéciale cette fois. Youssef, NDLR, j'aime trop dire ça. La voix du jingle de l'émission, le pro du Flash Info de l'UEJF déguisé en roman audio, le chroniqueur le plus régulier et le mec qui s'invente programmateur parce que ça fait frais. Bon, il faut le dire aux auditeurs, c'était ton anniversaire ce week-end, Youssef. Petite surprise, ok. Ouh. Alors, petite dédicace avec un son de ton maestro de la chronique. Tu devines ou pas? Bah ouais, non. Non, oui. Non, je sais pas. Ok, ça part.
Allez voir les réveils avec Edouard Baird, c'est vraiment sympa sur Radio Nova. On adore. Ok, on fait de la promo à tout le monde, c'est la fête. En tout cas, évidemment, vous êtes toujours dans la pertinente sur RCJ. Et Ruth, tu as décidé de rapprocher 2 histoires qu'on connaît bien aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. Donc, bonjour à tous. En fait, puisque la semaine dernière, nous avons fêté Pourim, je vais vous parler de cette fête parce que je la trouve très inspirante. D'ailleurs, j'espère que vous l'avez tous bien célébrée. Pour ma part, c'est le cas. Ouais, nous aussi, ça va. Mais qu'est-ce que tu as à nous dire à ce sujet ? Alors, je vais pas vous refaire le récit, mais voilà. Pourim, c'est quelque part une histoire d'antisémitisme, avec Haman et son dessein d'exterminer les Juifs du royaume d'Achashverosh. Et celui qui a voulu faire de même dans l'histoire récente, c'est Hitler. Donc on va éviter la cacophonie à chaque fois que je mentionnerai son nom. Promis, j'ai pas de crécelle. Et alors qu'à Pourim, nous assistons à la lecture de la Megillah d'Esther, il existe un récit relatant les événements de l'Holocauste, intitulé la Megillah d'Hitler. En effet, Prosper Racine, scribe et enseignant à Casablanca, a écrit en 1944 7 chapitres dans le style de l'histoire d'Esther, allant de la montée d'Hitler au pouvoir à l'histoire de la communauté juive d'Afrique du Nord et à sa libération par les Alliés. Mais cependant, alors que la fête de Pourim est synonyme de joie, parfois même d'ivresse pour certains, Racine souligne dans sa préface qu'il ne s'agit pas d'une histoire de joie et que sa Megillah doit être lue avec un comportement sérieux tout en se souvenant des victimes. D'ailleurs, sachez qu'un exemplaire ayant appartenu à la famille Korkos, qui a fui l'Italie pour Casablanca en 1939, a été donné au musée Yad Vashem et fait désormais partie de sa collection d'artefacts. Pour continuer le parallèle entre la Megillah d'Esther et le nazisme, nous pouvons relever l'étrange coïncidence que, pendant le procès de Nuremberg, ce sont 10 nazis, en fait, comme les 10 fils d'Aman, qui ont été mis à mort par pendaison. D'ailleurs, l'un d'entre eux, alors me jugez pas, je parle pas du tout allemand, Julius Streicher, avant d'être pendu, s'écria « Purim Fest 1946 », Pourim 1946 donc. Et ce qui est incroyable, c'est que là où sont décrits dans la Megillah les noms des 10 fils d'Aman, il y a 3 lettres qui ont une taille réduite, le Tav, le Shin et le Zayin. Leur valeur numérique totale est 707. Et nous avons une autre lettre, qui est le Vav, qui est écrite en plus gros et sa valeur numérique est 6. Oula, je suis un peu perdue là. Pas de panique Elsa, pas de panique chers auditeurs, vous allez comprendre. Il se trouve que la 707e année du 6e millénaire est l'an 5707, qui correspond à l'année 1946, qui est l'année du procès de Nuremberg, évidemment. Bah voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, si vous voulez en savoir plus, ce sujet est traité dans le Code d'Esther, qui est un livre écrit par Bernard Benaïm et Johan Pérez. Sachez que ma mère l'a testé et approuvé, donc je le recommande fortement. On valide. Et je pourrais même pousser le bouchon un petit peu plus loin dans le parallèle avec une dernière coïncidence. L'officier américain qui exécuta les 10 sentences s'appelait John C. Woods. Wood, ça signifie bois en anglais, et donc on pourrait faire une allusion à l'arbre sur lequel les 10 fils d'Aman ont été pendus. En fait, il faut savoir que l'histoire et le thème de Pourim étaient bien connus du régime nazi. Au lendemain de la nuit de cristal, Streicher présente ce pogrom comme un acte d'autodéfense car les Juifs auraient, selon lui, massacré le peuple allemand, aussi sûrement qu'ils avaient charcuté 75 000 persans. De même, le 30 janvier 1944, Hitler déclare que si l'Allemagne est vaincue, les Juifs pourront célébrer un second Pourim. D'ailleurs, il existe vraiment, ou plutôt il existait parce que la plupart sont tombés en désuétude, ce qu'on appelle les seconds Pourim, ou Pourim Sheniim, qui sont des célébrations locales pour célébrer l'échappée belle de certaines catastrophes. Est-ce que tu aurais quand même un exemple, une histoire à nous raconter ? Alors tout à fait, et je finirai là-dessus. Donc ça se passe en 1705 à Tripoli, en Libye, lorsque le bey, B-E-Y et non pas B, l'expression anglaise à la mode en 2016, de Tunisie, assiège la ville et menace de tuer hommes, femmes et enfants pour se venger du détournement d'un vaisseau transportant des présents qui lui étaient destinés. Son armée est refoulée et doit lever le siège, et les Juifs qui avaient participé au renforcement des défenses de la ville ont composé un poème qui relate ces événements et qui est inclus dans la liturgie locale pour être récité chaque année. Et donc les gens avaient l'habitude de jeûner, d'envoyer des cadeaux et de faire la charité aux pauvres, tout comme on le fait pour Pourim. Merci beaucoup Ruth. Très de rien, je t'en prie Elsa. Et du coup, ta chronique, en fait, elle m'a inspiré un petit jeu. Du sel, du poivre, une équipe ketchup, une équipe mayo. Oui, c'est parti pour un burger quiz. Oula. Ok, le thème, c'est Pourim, la Shoah ou les deux. Ok, Ok, vas-y. Ok. Promis, rien de glissant. Toi, bien. Très bien. Alors, on a la dalle, on nous déteste et on fait des plans pour nous crever. Pourim, la Shoah ou les deux? La Shoah, on n'a pas la dalle à Pourim. Quoi, bah si, on a la dalle à Pourim, on jeûne. Ah si, putain, merde. Les deux. Voilà, Bravo. point pour Ruth, merci. Bah, merci. Bah, bravo. Deuxième, compliqué d'en parler chez certains, mais sympa de se dire que mamie était peut-être copine avec Simone Veil à l'époque. La Shoah. Shoah direct. Ah, Putain, on vous peut pas avoir la rigolez même du tout. réponse en fait. Hein?
Vous rigolez pas du tout. Bah, c'est hyper sérieux. Attends, c'est désolé, un burger quiz. c'est un jeu, Et voilà. on a parlé d'Edouard Baird, on reparle d'Edouard Baird. Attends, tu rigoles, on rigole pas avec ça. Et la dernière se joue avec l'April Benayoun de l'époque, sauf qu'elle a fini Queen. Elle, bah ouais, la Maline, elle a pas dit que son père était israélite. Pourri. Évidemment. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Désolée. Mais en tout cas, si Alain Chabat a laissé traîner son oreille par là, on l'attend pour un burger de la mort du turfu. Allez, moi, je Évidemment. suis chaud bouillant. Moi aussi. Bon, allez, un sujet un peu plus sérieux maintenant. On reçoit à présent Noah Assedou. Salut Noah. Bonjour à tous et à tous et merci de me recevoir. Alors, c'est sa première chronique en solo chez nous. Alors, on l'encourage, on fait du bruit. Ouais, c'est ma sœur pour info. Donc, gros big up. Voilà, encore plus. Alors, Noah, comme beaucoup d'entre nous, t'as vu passer cette semaine le live Twitch de Gabriel Attal avec des influenceurs, un nouveau format qui a suscité de nombreuses réactions. Oui, depuis plusieurs années maintenant, les politiques utilisent les réseaux sociaux afin de séduire les Français autrement, en donnant une image accessible et sympathique. Cette stratégie s'est démocratisée depuis le début de la pandémie, notamment grâce aux collaborations, gratuites ou rémunérées, avec des influenceurs qui rappellent le comportement à adopter. En mars dernier, vous avez peut-être appris qu'il fallait rester chez vous grâce à Jazz de la GLC Samedi, votre influenceuse préférée. On ne vous juge pas. Mais entre nous, est-ce que ça marche ? Il est encore trop tôt pour y répondre car les jeunes susceptibles de voter ne l'ont pas encore fait, mais la cote de popularité du président a augmenté ces dernières semaines chez les jeunes, chez les 18-24 ans notamment. Cependant, plusieurs personnes considèrent que cette stratégie est immorale car elle cherche à faire passer un message politique aux jeunes qui ne votent pas forcément en masse, mais ce n'est pas pour autant que les sujets politiques ne les intéressent pas. On voit d'ailleurs que les nouvelles générations sont engagées dans plusieurs causes, comme l'écologie ou la lutte contre le racisme. Vous devinez donc bien que si Macron fait une vidéo d'anecdotes avec McFly et Carlito, ce n'est pas pour raconter ses plus grosses barres à l'Élysée, mais pour se faire apprécier des jeunes afin qu'ils votent pour lui aux prochaines élections présidentielles. Oui, mais les jeunes qui suivent d'une certaine manière les politiques sur les réseaux, ils ont un esprit critique et ils sont donc capables d'apporter un jugement sur ce qui leur est montré. Justement, Elsa. Le gouvernement essaye de limiter les critiques à son égard en utilisant des influenceurs. Il se considère comme apolitique pour la très grande majorité et n'apporte donc pas de critiques ou de nuances sur les propos tenus. Ainsi, tout repose sur la personnalité de l'influenceur, vu que ce n'est pas son métier. Il s'expose sur Internet et a un impact sur les modes de consommation de sa communauté, dont il peut se considérer comme le porte-parole, mais un influenceur n'est pas formé à interroger les politiques, contrairement aux journalistes qui sont justement formés pour poser les bonnes questions, interpréter les paroles au-delà de ce qui est dit. Cependant, lors du premier live Twitch de Gabriel Attal, portant sur la précarité étudiante avec 6 influenceurs, la youtubeuse Enjoy Phoenix a suggéré la présence de journalistes lors de ses prochaines réponses aux questions sur sa chaîne. Elle a également interpellé sur les diplômes en carton et les taux de triche à l'université, mais ses remarques n'ont pas fait l'unanimité. En effet, beaucoup d'étudiants considèrent que la présence de la youtubeuse sur ce live n'est pas légitime, car elle a arrêté la fac et n'est pas dans une situation précaire, bien au contraire. Sur Twitter, les internautes ont même lancé le hashtag étudiant pas influenceur pour exprimer la contradiction entre la vie d'étudiant, qui peut être très difficile, et celle d'influenceur. Bien qu'elles ne connaissent pas la difficulté des cours sur Zoom, entre le prof qui demande 45 fois si le son fonctionne et les élèves qui se cachent derrière la caméra dès qu'ils voient qu'elle est activée, son franc-parler a tout de même été salué. Mais au final, qu'en pensent les jeunes ? Je pensais que les jeunes appréciaient cette méthode de communication car c'est plus accessible, plus ludique que de regarder une conférence de presse sur BFM, mais en vérité, les avis sont assez mitigés. Certains trouvent l'idée sympathique, d'autres considèrent que les politiques devraient s'exprimer uniquement via des médias plus traditionnels. Toutefois, beaucoup d'entre eux pensent qu'il y a un paradoxe entre la volonté du gouvernement d'entretenir un rapport avec la jeunesse et le manque de considération qui leur est reproché vis-à-vis de la crise sanitaire. En conclusion, il ne faut pas voter pour un parti uniquement parce que ses représentants ont l'air cool. Il est sûrement plus pertinent de les juger par leur politique que par leur maîtrise de TikTok. Oui, même si Mélenchon a osé parodier Weshden. Merci Noah. De rien. Ruth, Joseph, vous en pensez quoi, vous ? Plutôt bonne initiative, décrédibilisation ? Parce qu'il y a un peu tout un mystère autour de qu'est-ce qu'il faut faire pour parler aux jeunes.
Bon, bah, vous l'êtes, vous êtes là. Bon, moi, je me sens un peu vieille, mais passons. Mais en fait, comment vous aimeriez qu'on vous parle, entre guillemets, quoi. Le mec est blasé. Non, mais moi, ça veut dire au-delà d'être un jeune, je suis un Français comme les autres, et en général, quand on me parle, j'aimerais qu'on me parle comme on parle au reste de la France, quoi. Donc, il y a quelque chose d'assez particulier à se dire qu'il y a certains médias qui vont plus parler aux jeunes, d'autres qui vont plus parler aux vrais adultes qui travaillent, etc. Ça, c'est assez énervant. Mais je comprends qu'on puisse réfléchir à de nouvelles méthodes de communication qui sont pas liées seulement à l'âge de la cible, genre les jeunes ou alors les lycéens, etc. Mais plus à une évolution de la communication de façon générale, quoi. Et après, moi, je suis plus team le président, il fait des annonces ultra cadrées, etc. Et Gabriel Attal, avec plaisir, s'il veut faire des trucs avec des médias un peu moins traditionnels, c'est sympa, quoi. Mais séparons les fonctions et laissons le président en haut de sa pyramide. Présider. Et présider, en somme. En somme, 2 fois. C'est ça. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose de s'adresser aux jeunes qui pourraient se sentir détachés du gouvernement et de la politique, parce que c'est quand même les actuels et futurs votants. Ouais. Voilà, donc c'est important pour que la démocratie puisse perdurer. Après, je trouve qu'il faut bien le faire, dans le sens où il faut quand même trouver l'influenceur qui sera susceptible de toucher, et pas quelqu'un, justement, comme ça a été un petit peu le scandale avec Enjoy Phoenix, quelqu'un qui serait considéré comme illégitime de représenter une certaine cause. Et donc là, dans ce cas-là, je trouve que ça leur dessert plutôt, et limite, on va les traiter de démagogues, quoi. C'est parti pour la dernière chanson de l'émission, c'est Shavuatov d'Avraham Tal. Oui, évidemment. Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits fourrés. Première fois que j'entends ça, merci de me l'avoir écrit. Mais je vois pas trop où tu veux en venir. Alors, c'est très simple. Ces derniers jours, il fait beau, mais un peu frais. Et donc, tu veux sortir, mettre ta plus belle paire de lunettes de soleil, mais tu ne sais pas quoi faire. Les terrasses sont fermées. La volonté de sortir reste toujours présente. Donc, la solution, c'est la culture qui va te la donner. Le patrimoine et les œuvres d'art peuvent se découvrir en plein air et en accès libre au gré d'une balade dans les rues et jardins. Donc, si vous êtes en quête d'une promenade ou juste profiter du bon temps, ces spots sont faits pour vous. Je vous ai réuni quelques expositions qui valent le détour. Donc, on commence par l'exposition Serge Gainsbourg. Le 2 mars 1991, Serge Gainsbourg nous quittait atteint d'une crise cardiaque. Pour les 30 ans de sa disparition, une exposition lui rend hommage. Gainsbourg
et Caetera. Donc rendez-vous au marché de Dauphine des Puces de Saint-Ouen les samedis et dimanches du 27 février au 30 avril 2021. Donc, il y a plus d'une trentaine d'artistes qui regroupent peintres, graveurs, sculpteurs et qui exposent dans divers stands de leurs œuvres dans lesquelles ils expriment leur vision, qui était le personnage de Serge Gainsbourg. Donc il faut noter que ces œuvres elles sont réalisées en exclusivité pour cette exposition. Et pendant toute la durée de l'expo, chaque week-end, il y aura des performances live qui seront réalisées par les artistes d'où les œuvres sont exposées, ainsi que des auteurs de livres qui viendront dédicacer les livres sur Serge Gainsbourg. Donc une vraie petite ambiance en plein air. Mais il n'y avait pas de l'hôtel particulier de Gainsbourg pour lui rendre hommage, sinon? Et oui, le 5 bis rue de Verneuil, lieu où le célèbre chanteur résida, est devenu un lieu de pèlerinage. Donc c'est un haut lieu de l'art mural où se côtoient portraits, dessins, fresques, déclarations d'amour, mais l'intérieur de l'hôtel particulier demeure impénétrable. Cependant, il y a une petite lueur d'espoir, puisque Charlotte Gainsbourg, dans une interview, révélait ainsi son désir de transformer l'hôtel particulier de son père en musée. Donc apparemment, le musée serait pour octobre 2021, parce qu'il a été retardé à cause de celui qu'on nomme beaucoup trop. Ah ouais, ne prononçons pas le nom qui ne doit pas être prononcé. Mais bon, les chanteurs morts, c'est sympa, mais t'as pas un truc Morasra? Alors oui, tu as raison, laissons tomber ceux qui sont morts et parlons des vivants, ceux qui participent au monde de la culture. Je vais donc vous parler de Mika. Donc la ville de Paris veut remettre de la couleur dans les rues de la capitale. Elle a donc chargé le chanteur Mika et une équipe d'artistes de créer des œuvres à afficher partout dans Paris. Donc dès le 3 mars et pendant 2 semaines, ouvrez bien l'œil, les panneaux publicitaires et autres grandes affiches de la ville de Paris vont être habillés d'œuvres colorées et uniques imaginées par une équipe de 9 artistes et le chanteur Mika. Donc la capitale va devenir une véritable galerie d'art à ciel ouvert avec plusieurs affiches inspirées du Paris de la Belle Époque. Donc on verra ces affiches dans des lieux emblématiques de Paris comme le Palais de la Porte Dorée, le Canal de Lourdes ou l'Hôtel du Tesla. Trop sympa cette idée en plein air, comme quoi avec le Covid on peut se réinventer. Eh bien justement oui et non, parce que si la volonté d'ouvrir la culture en plein air est très marquée, elle n'en est pas moins nouvelle pour autant. Elle existait déjà bien avant et cela remonte à l'Antiquité. Donc figure-toi que dans la Rome antique, les artistes venaient exposer leurs œuvres au public sur le forum, ce qui est l'équivalent de la place publique, et c'était à la vue de tous les citoyens romains. Il y avait des débats qui avaient lieu, ainsi que les présentations des œuvres. Et si on se place sur un terrain qui est beaucoup plus récent, en France, en 2002, le maire Bertrand Delanoë confie à Jean Blaise la direction artistique d'un nouvel événement qui aura lieu la nuit, du samedi au dimanche du premier week-end d'octobre, et qui fait intervenir des artistes contemporains dans des lieux qui ne sont en principe pas ouverts au public, ou dont la fonction première n'est pas artistique, à savoir la rue. Donc on a nommé ça la Nuit Blanche. Et on a parlé de Paris, mais évidemment je sors de mon obsession pour ma capitale chérie. Et pour exemple à Lyon, les animations de la Fête des Lumières ont lieu dans les rues, et c'est des animations nocturnes. Est-ce que tu as juste une petite info insolite? Il nous reste 30 secondes avant de se quitter. Ok, alors l'art de vivre dans les bistrots français, bientôt classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est en effet le souhait d'un patron de restaurant qui est président de l'association pour la reconnaissance de l'art de vivre dans les bistrots et cafés de France en tant que patrimoine culturel immatériel. Oui, ça fait long comme nom d'asso, beaucoup plus long que l'UEJF. Donc pour lui, il est convaincu que le bistrot est un lieu ouvert sur la vie, qui porte un art de vivre qui est celui du partage, du vivre ensemble, de la convivialité et de la rencontre. Et c'est bien sur cette question que le ministère de la Culture doit trancher cette semaine. Et pour un ordre d'idée, en cas de reconnaissance au patrimoine culturel immatériel français, l'art de vivre des bistrots rejoindrait l'accordéon chromatique, le repas gastronomique ou encore la fête du citron. Donc Balzac disait, les cafés sont le parlement du peuple, c'est là où l'on discute, c'est là où tout se passe. Était-il visionnaire? Seul l'avenir nous le dira. Merci Camille. L'impertinente, c'est fini pour aujourd'hui. Il est l'heure de se quitter. Merci à tous d'avoir été avec nous, à Youssef, à Ruth et à Daniel pour la réalisation de cette émission. On se retrouve lundi 15 mars pour une émission spéciale de food. D'ici là, retrouvez l'émission en podcast sur l'application et la suite des programmes d'RCJ à partir de 23h. RCJ pour l'impertinente.